Le point de départ, en fait, c'était un travail qu'on a fait sur les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que quand on a le site internet, ce qui est devenu aujourd'hui Passeurs d'alerte, était au départ un projet transmédia, d'un documentaire qui devait être accompagné d'un site internet. Et on n'a pas réussi à faire le documentaire qu'on avait commencé à travailler avec Bernard, qui était sur les lanceurs d'alerte. Et on était tout au début des prémices de la loi Sapin 2. On commençait juste à travailler sur la loi de protection des lanceurs d'alerte. On n'a pas réussi à faire le film, qui n'a pas suscité l'intérêt des diffuseurs, et on s'est dit c'est pas grave, on va faire le site, parce qu'on avait recueilli tellement de témoignages, on avait rencontré tellement de gens qui nous avaient fait confiance qu'on a décidé de mettre le site en ligne. Et parmi les témoins qu'on avait rencontrés, il y avait plusieurs médecins. Donc on a pensé au départ qu'il s'agissait de cas isolés, et assez rapidement on s'est rendu compte qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, et il y a eu la disparition tragique du professeur Jean-Louis Ménien, qui était cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou en décembre 2015. Et à la suite de son décès, il y a eu une association qui s'est créée, qui porte son nom, l'Association nationale Jean-Louis Ménien, qui lutte contre la maltraitance à l'hôpital public. Nous nous sommes rapprochés de cette association et on a découvert qu'il y avait effectivement un très très gros problème de maltraitance institutionnelle, de gros problèmes managériaux, de harcèlement et d'une souffrance au travail très au-delà de ce qu'on savait jusqu'à présent sur le problème des soignants à l'hôpital public. Nous avons fait ce métier pas pour être rentable, mais pour soigner. Nos enfants sont en danger, soignants, épuisés. Nos enfants sont en danger, soignants, épuisés. Nos enfants sont en danger, soignants, épuisés. En général, on évoque, d'ailleurs on l'évoque dans le bouquin aussi, le portrait robot du harceleur et du harcelé. En général, le harcelé, c'est quelqu'un de grande valeur. C'est quelqu'un de grande valeur qui a des problèmes éthiques. Lorsqu'on lui impose, par exemple, une logique purement financière à l'hôpital, lui, il pense à ses patients, il ne pense pas à être rentable, comme on dit dans une entreprise classique. Et donc, beaucoup de ces médecins sont vraiment en souffrance par rapport à ça. Beaucoup quittent l'hôpital public pour aller dans le privé. Certains arrêtent même la médecine. C'est un gâchis énorme. Et donc, pour nous, effectivement, dans la mesure où il y a une sorte de gouvernance verticale, que les directeurs d'établissements ont tout pouvoir depuis la loi HPST, Hôpital Public Santé Territoire de 2009, ils peuvent tout se permettre à la limite, puisqu'ils ont la loi pour eux. Et donc, pour nous, c'est effectivement légalisé, donc c'est institutionnalisé. C'est pour ça qu'on parle de maltraitance institutionnelle. En 2009, la loi HPST, Hôpital Public Santé Territoire, a donné tout pouvoir aux directeurs d'établissement au détriment des médecins. C'est sûr que cette loi HPST que l'on dénonce est un des éléments à l'origine du problème, et puis à la T2A, bien entendu, parce que la T2A, c'est la tarification de l'activité, donc c'est une course à la consommation d'actes médicaux, c'est une course à la quantité. Peu importe la façon dont sont prises en charge les patients, il faut faire du chiffre. Et si on ne fait pas du chiffre, on se fait taper sur les doigts. Et si on veut bien faire son métier, on est obligé de se faire taper sur les doigts, parce que bien faire son métier, ça demande de la réflexion, ça demande du temps, ça demande de l'échange avec les patients, ceux dont les directions ne veulent pas entendre parler. Malgré toutes nos demandes, la direction du CHU n'a jamais voulu répondre et nous a même interdit l'accès dans les locaux. C'est pour ça que les médecins, nous les avons interviewés à l'extérieur, soit chez eux, soit dans un lieu qu'on avait choisi à Grenoble. On n'a pas pu faire autrement. Normalement, on aurait bien aimé les interviewer portant leur blouse blanche dans le cadre de l'hôpital. Ça n'a pas été possible. Donc non, c'est pas un film à charge. D'ailleurs, on a bien insisté là-dessus dans le film. Et puis on a récupéré une vidéo dans laquelle la directrice générale de l'hôpital de Grenoble s'exprime et se défend quelque part. C'est un des confrères de France Bleu Isère qui avait fait cette interview. Donc on a eu le souci du contradictoire, c'est toujours ce que l'on fait quand on fait de l'enquête, et pour nous il était évidemment fondamental de pouvoir confronter ce que nous avions découvert de l'hôpital aux avis de la direction, mais elle s'est dégonflée, comme on dit vulgairement. La direction générale du CHU a refusé de répondre à nos questions, mais elle a accordé un entretien à France Bleu Isère.
Là, effectivement, diriger un hôpital dans ces conditions-là, c'est plus possible. Donc il faut qu'on modifie la gouvernance et il faut qu'on ait des mesures fortes dès le début de l'année 2018. Dans ces très très grandes maisons, il est extrêmement difficile de communiquer parce que les relais que nous avons sont parfois défaillants. Et donc les messages qu'on passe sont souvent travestis. Quand je vois que les praticiens pédiatres nous décrivent comme une direction qui ne travaille que dans une logique financière, qui déplore que les jeunes patients ne soient pas suffisamment hospitalisés, qui inciterait à faire des actes inutiles, je ne me reconnais absolument pas dans ce mode de management et j'indique que ce sont des propos que je n'ai jamais tenus. Donc ça aussi, je souhaite l'affirmer haut et fort. La direction, comme cela se fait souvent lorsqu'on dénonce des dysfonctionnements graves au sein d'un établissement, quel qu'il soit, hein, pas obligatoirement un établissement public, ils font plutôt le dos rond, laissant passer l'orage, comme on dit. Ils ont quand même pris à partie un des témoins du film et ont eu un comportement par rapport à ce témoin, pour l'instant, d'intimidation à la suite des teasers qui sont diffusés, qui ont été diffusés sur le net avant la diffusion du film. Voilà, donc pour l'instant, ce témoin ne souhaite pas en parler, donc on ne révélera pas son identité, mais on suit de près. La réduction du personnel fait qu'un soignant devient un pion que l'on déplace d'un service à l'autre. À l'hôpital, on appelle ça la mutualisation. Actuellement, il y a un turnover des personnels qui est trop important parce que les gens fatiguent, parce que les gens démissionnent, parce que les gens sont mutés d'un service à l'autre très facilement. Pour les infirmières de bloc opératoire aussi, elles sont actuellement très malheureuses. Elles sont prêtes à partir pour un nombre d'entre elles parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans leur activité. C'est-à-dire que je leur demandais d'aller faire telle spécialité, elles disent bon, on est là comme serait un intérimaire. Mais elles ne peuvent pas s'impliquer de la même façon dans un bloc que quand elles sont toujours dans la même spécialité. Et c'est un problème en soi. Et c'est là, ça peut expliquer la souffrance parce que les gens ne trouvent plus de sens à leur travail surtout. C'est ça le problème. La question du problème de temps dans les établissements hospitaliers pour les infirmières, les aides-soignantes, on la connaît malheureusement depuis longtemps sans que ça ait changé grand-chose d'ailleurs. Le problème de la maltraitance managériale et le fait que des médecins et des professeurs de médecine parlent face caméra des problèmes de burn-out, de suicide, de perte de sens au travail, ça s'était jamais fait. Alors le prochain épisode, le lieu, on ne va pas vous le donner parce que ce serait mettre en difficulté nos potentiels témoins. Néanmoins, comme vous pouvez nous aider, d'ici un mois, on va mettre à nouveau en ligne un nouveau financement participatif parce que chaque épisode doit être financé de façon distincte. Donc on va... Tous ceux qui veulent être informés de la mise en ligne du financement participatif peuvent s'inscrire sur le site Passeurs d'Alerte, passeurdalerte.org, puisqu'il y aura une newsletter qui va être envoyée au moment de la mise en ligne du financement participatif pour nous permettre de faire l'épisode suivant.